Alors aujourd'hui, en effet, on va parler de vaccination et de voyage et de données à caractère personnel. Alors, pour commencer dans le vif du sujet, cette crise a fait apparaître des tas de questions liées à la gestion des données par l'État, mais ce n'est pas une question qui est liée spécifiquement à la vaccination. On n'a pas attendu la vaccination pour se poser la question et la vaccination ne va pas donner un tournant particulier à cette question-là. Par contre, c'est vrai que la crise a donné un coup de projecteur à la question de la gestion des données par l'État parce que, à mon sens, le traçage a très fort concrétisé les choses, c'est-à-dire que à partir du moment où les call centers ont commencé à appeler les citoyens en disant « mais dites-nous qui vous avez croisé, c'est important pour la solidarité, dites-nous où vous étiez, combien de temps vous êtes resté », on s'est rendu compte qu'on allait livrer des informations assez personnelles à l'État, qui allaient toucher non seulement à notre vie privée, mais également à un tas d'autres libertés. Et c'est là qu'on se rend compte que la vie privée est vraiment le socle d'autres libertés. Donc, je pense notamment à la liberté de rassemblement, quand on dit qui est-ce que vous avez vu, la liberté d'aller et venir, la liberté de culte, lorsqu'il s'agit de devoir dire si on était dans une église ou une mosquée, la liberté d'expression. Si on a vu un journaliste qui va le lendemain sortir un gros scoop, on n'a pas nécessairement envie de dire que c'est nous qui avons vu ce journaliste en donnant l'impression que c'est nous qui avons donné l'information. Donc on s'est rendu compte du fait que l'État collecte des données, on s'est demandé ce qu'il allait faire avec ça, et donc c'est important de savoir que ça fait des années, on a commencé dans les années 60, que l'État collecte des informations au sujet des citoyens, et c'est important. Et le fait que ce soit numérique nous arrange bien, parce que ça signifie qu'on ne doit pas donner 25 fois la même information. Et donc l'État collecte depuis longtemps des données sur notre famille pour pouvoir payer les allocations familiales, des données sur notre identité pour qu'on ait une identité civique, des données sur notre revenu, notamment parce que certaines personnes peuvent bénéficier d'un tarif préférentiel en matière d'eau, gaz, électricité lorsqu'elles sont en dessous d'un certain seuil de revenus, des données sur notre voiture pour nous envoyer un rappel de contrôle technique, etc., etc., etc. Et tout ça fonctionne bien, sans révolution, parce que jusqu'ici, des lois ont bien encadré les matières et qu'un pacte de confiance s'est créé entre le citoyen et l'État. Mais avec la vaccination, la vaccination a mis en évidence ces questions de gestion des données et a créé aussi quelques zones d'ombre. C'est-à-dire qu'en principe, il faut vraiment que les citoyens, et c'est peut-être là qu'il y a un problème pour le moment, sachent pourquoi on collecte ces données, qu'est-ce qu'on va en faire, qui va les manipuler, où est-ce que ces données vont être stockées. Et le citoyen est en droit d'attendre, c'est un vrai droit, que toutes ces balises, ces garde-fous soient fixés noir sur blanc dans un texte et un texte de loi. Pour le moment, on ne voit pas clair. Et donc, c'est comme ça que certains complotistes disent, on voit bien qu'on nous cache des choses. Je ne pense pas qu'on nous cache des choses, mais c'est le rôle du chercheur de pouvoir éclairer ce qu'il se passe, dire ce qui va, dire ce qui ne va pas et proposer des pistes de solutions. Alors, en matière de vaccination, il y a eu, comme pour toutes les autres étapes de la crise, des textes qui ont été faits dans l'ombre des cabinets ministériels. C'est là qu'il y a eu un problème, c'est que ce sont des techniciens qui ont fait ce qu'on appelle des accords de coopération, sans qu'on puisse avoir une prise là-dessus, ni en tant que chercheur, ni en tant que contrôleur. Donc je pense notamment au Conseil d'État, à l'Autorité de protection des données. C'est très difficile de pouvoir dire, attention, là, le texte n'est pas bien formulé, attention, là, on s'engage dans une voie qui est difficile. Et donc, personnellement, moi, j'ai un regret, c'est qu'on a été vraiment très vite, alors que autant on doit vite confiner quand le virus est là, autant mettre en place une base de données ne me semble pas être le truc qui doit être mis en place dans la super urgence. Et donc on a manqué jusqu'ici, mais il n'est pas trop tard, on pourrait rectifier le tir, de penser aux citoyens, de mettre le citoyen au cœur du dispositif en lui disant, voilà, on va faire une base de données, voilà pourquoi est-ce qu'on enregistre les données pendant 30 ans, on ne sait pas pourquoi on les enregistre pendant 30 ans, mais ça Catherine a peut-être une réponse, mais on a dit, voilà, c'est enregistré pendant 30 ans dans une base de données en Flandre. On a été prendre une base de données en Flandre, Vaccinet, plutôt que de dire, voilà, nous, Wallons, par exemple, on veut notre base de données et on va
réfléchir aussi, on va enregistrer le Covid, mais aussi d'autres vaccins, parce que ça pourrait permettre aux personnes qui le souhaitent d'obtenir un rappel de vaccin, par exemple. Donc, je pense qu'ici, on a manqué l'occasion de montrer aux citoyens que le numérique pouvait être mis à son service et lui apporter clairement certains avantages. Alors, il reste des zones d'ombre qui devraient aussi être rectifiées, et on est nombreux à taper sur ce clou, et donc j'ai quand même bon espoir qu'à un moment, les choses soient rectifiées, parce que en droit, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Donc les zones d'ombre doivent absolument être limitées au maximum, ce qui n'est pas facile, parce qu'il faut, au moment où on rédige les textes, déjà imaginer toutes les situations possibles. Mais par exemple, dans le texte qui encadre la vaccination, il est indiqué que, à propos de qui pourra accéder à la liste des personnes vaccinées, eh bien, ce sont les organismes qui exercent des missions d'intérêt général. C'est qui ces organismes? Donc c'est écrit comme ça dans le texte, organismes exerçant des missions d'intérêt général. Quand on creuse, on voit qu'une université rentre dans ce concept, que la SNCB rentre dans ce concept. Donc est-ce que ça veut dire que la SNCB pourrait à un moment dire donnez-moi la liste de toutes les personnes vaccinées et, parce que je veux les contrôler et que seules les personnes vaccinées pourront entrer dans le train. Vous comprenez, c'est important qu'il n'y ait pas de contamination, etc. On n'a pas de réponse en lisant la loi. Ça peut créer du stress auprès des citoyens, et quand on creuse la procédure pour pouvoir obtenir cette liste, elle n'est pas assez bétonnée, à mon sens, pas assez prévisible. Donc le citoyen, effectivement, n'a pas de réponse sur qui aura la liste des personnes vaccinées, ce qui peut créer du stress, et donc qui doit être résolu dans les textes. Idem, il existe une liste des personnes ayant des comorbidités. Alors on n'indique pas sur la liste, sauf erreur de ma part, le type de comorbidité, mais par contre, on a une liste qui dit telle personne est prioritaire pour la vaccination, ce qui est très bien. Mais que devient cette liste après ? Qui la stocke, qui la gère, à qui est-ce qu'on peut la transmettre? Parce qu'on pourrait se retrouver dans une situation où l'administration, dans quelques mois, sera en crise avec des trous financiers énormes. On doit engager du personnel. On a 2 personnes de 35 ans qui ont postulé. Il y en a une qui est sur la liste de comorbidité, l'autre pas. Est-ce qu'on ne va pas avoir tendance à dire soyons un peu, assurons nos arrières, on va engager la personne qui n'a pas de problème de comorbidité. Donc, de nouveau, une question en suspens, qui doit être résolue. Et puis, par ailleurs, le texte aussi prévoit que les données de vaccination peuvent être réutilisées pour les soins de santé, ce qui est aussi un terme très, très général. Et là, alors, on arrive dans la question des voyages et du pass sanitaire, puisque est-ce qu'on peut réutiliser les données de vaccination pour limiter l'accès à certains lieux, à certains services aux seules personnes vaccinées? C'est aussi une question qui reste en suspens pour le moment, mais qui doit urgemment être débattue. Alors ici, je vais terminer mon exposé en disant un petit mot sur le passeport vaccinal sur lequel Catherine va se greffer aussi d'un point de vue épidémio, parce que c'est un magnifique sujet à la frontière entre plusieurs matières. D'abord, l'idée du passeport vaccinal, le passeport vaccinal, il faut vraiment bien distinguer 2 réalités. Il y a d'une part le certificat européen, et d'autre part, on parle du passeport sanitaire national qui s'appelle pour le moment Covid Safe Ticket, qui s'est appelé avant Corona Pass. C'est 2 choses tout à fait différentes. Donc un peu comme le passeport qu'on connaît pour voyager et la carte d'identité nationale. Alors le certificat européen, il a fait l'objet d'un débat au Parlement européen. Donc est-ce qu'on choisit de s'engager vers ça? Il y a eu un débat qui n'a pas été simple et qui a abouti à dire oui, on fait un certificat européen. C'est important. Dans quel but? Pour éviter que des gens amènent le virus dans un État qui a bien fait attention de dominer son virus, ou qu'on ramène, en tant que Belge, des virus qui viennent de l'extérieur. Donc là, il y a un objectif de ne pas favoriser la transmission du virus d'une frontière à l'autre. Ça vient se greffer sur des choses qui existent déjà pour d'autres virus, dont Catherine vous parlera. Et donc, ça s'assimile finalement à une contrainte en plus qui se joint au passeport. Mais en décidant ça, le Parlement européen a tout de suite dit aussi, attention, au niveau national, vous ne pouvez pas récupérer le certificat européen pour l'utiliser pour autre chose que les voyages. En d'autres termes, n'utilisez pas le certificat européen pour limiter l'accès au resto ou au festival, etc. Donc, dit autrement, il faut, si vous décidez de limiter l'accès à certains services, à certains lieux, au motif que la personne n'est pas vaccinée, il faut absolument qu'il y ait un débat éclairé par des experts, éclairant pour les citoyens, qui
qui montre qu'il y a un choix de société qui a été nuancé, équilibré et qui décide qu'on va dans le sens d'un pass national. Mais donc, pas question d'utiliser les certificats que vous avez peut-être déjà dans votre GSM pour pouvoir les réutiliser pour limiter l'accès au resto. Et c'est là que les choses se compliquent. C'est que ce passeport national, il se prépare. J'ai vu, moi, le texte qui est déjà en préparation sous forme d'accord de coopération entre cabinets ministériels, c'est-à-dire que personne n'est au courant, il y a un blackout, un embargo sur le texte, mais il se prépare. Or, c'est un vrai choix de société qui se pose là, et on ne s'en rend peut-être pas tout à fait compte, parce que ce qu'on sort comme argument, ce que le politique sort comme argument, c'est non, on ne veut pas une société du pass, et de toute façon, ce sera temporaire. Il faut faire très attention avec cette notion de temporaire, puisque voilà, le problème du virus, et ça les épidémiologues sont mieux placés que moi pour le dire, mais est-ce que vraiment un jour on va dire bah, le virus n'est plus là, comme si on signait l'armistice avec un ennemi en temps de guerre? Je ne suis pas sûre que quand on sera fin septembre et qu'il y aura les 24 heures vélo qui se préparent à Louvain-la-Neuve, qu'il y aura le bal des Bleus, qu'il y aura ces giga-fêtes qui rassemblent une masse de jeunes, quelqu'un va dire oh bah, finalement on va lever le pass sanitaire, c'est pas grave, tout va bien. Donc attention que quand on décide d'un outil, il y a un écosystème numérique économique qui se crée autour, et si ça fonctionne sans trop de rébellion, bah, c'est pas dit que quelqu'un va dire maintenant on arrête les opérations, puisque tout aura été mis en place et vivotera gentiment. Or, c'est un vrai choix de société. Pourquoi? Parce que si on décide maintenant de limiter l'accès au resto, au cinéma, au concert, aux seules personnes vaccinées, on va s'engager dans la décision que l'exercice des droits et libertés va être conditionné au statut sanitaire, au fait de montrer patte blanche en termes de vaccination, en termes d'état de santé. À ma connaissance, c'est la première fois que ça se ferait. Moi, par exemple, même au moment du début de l'épidémie du sida, on n'a pas dit attention, les personnes qui ont sida ne vont plus en discothèque ou ne vont plus à tel endroit parce qu'elles risqueraient de séduire quelqu'un et puis plus tard de la contaminer. À ma connaissance, on n'a encore jamais dit ces droits et libertés qui ont été, c'est des droits et libertés qui ont été dégagés par les philosophes des Lumières dans l'idée qu'on mettait fin aux privilèges de l'Ancien Régime, donc l'idée de dire tout le monde, chacun a les mêmes droits, les mêmes libertés qu'il peut exercer de manière égalitaire par rapport à son voisin. On mettrait fin à cette idée-là pour dire maintenant on va fonctionner avec des privilèges par rapport à votre état de santé, un peu comme dans les discothèques où, en fonction de votre statut de star ou pas, ou de ce que vous payez, vous avez un bracelet de couleurs différentes qui vous permet d'accéder au pass, au carré VIP ou à telle ou telle salle. Ça veut dire qu'en fait, maintenant, on déciderait de ne plus être dans une philosophie où chacun a les mêmes droits et peut aller aux mêmes endroits. En fonction de son statut sanitaire, il ne peut pas aller aux mêmes endroits que son voisin. Et donc ça, c'est dangereux parce que, comme je dis à mes étudiants, en général, ils aiment bien l'expression, c'est que les libertés, c'est comme du dentifrice. Quand ça sort du tube, ça n'y rentre plus. Donc une fois qu'on a décidé de cet effet cliquet des droits fondamentaux, donc on recule. On avait des droits et libertés pour tous. Maintenant, on va décider de les conditionner à votre état sanitaire. On recule dans la protection. On n'y reviendra plus après. Or, pour moi, quel est le danger? C'est qu'on va commencer par dire vous allez avoir un QR code sur votre smartphone, comme on a pour le certificat européen. Puis, on va se rendre compte qu'il y a des gens qui n'ont pas de smartphone, fracture numérique, ou que le smartphone, à l'entrée du resto ou du festival, c'est un peu foireux, ça tombe en panne, etc. Donc, on va dire autant mettre le QR code sur la carte d'identité. En plus, ça permettra d'éviter le vol d'identité. Parce qu'il faut savoir que au moment de Corona Alert, au moment du traçage, des personnes louaient le GSM d'une personne qui avait reçu une alerte lui disant d'être en quarantaine, parce qu'ils se disaient, tiens, moi je me ferais bien un petit arrêt de travail, donc je vais louer, c'était pas cher, 5 € le GSM, je crois, je vais louer un GSM qui indique Corona Alert quarantaine obligatoire, comme ça je suis peinard chez moi. Ça pourrait arriver ici aussi, je vais aller au festival, je vais louer un GSM ou voler un GSM qui laisse apparaître que c'est bon, je peux passer. Donc il risque d'avoir une fraude à l'identité, et donc on va dire, le QR code, on va le mettre sur la carte d'identité, c'est intéressant.
Et donc, partout où vous allez, hein, au festival d'abord, et puis après on verra que ça fonctionne, on mettra les restos, les cinémas, le théâtre, vous montrez votre carte d'identité. Sauf qu'entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? On a aussi mis sur la carte d'identité les empreintes digitales. Ça n'allait pas de soi du tout, ça a été contesté de toutes parts, mais au forceps, c'est passé. Donc, maintenant, on va tous prier de payer un peu plus pour avoir nos empreintes digitales sur la carte d'identité, parce que certains font de la fraude à l'identité. Et donc, qu'est-ce qui pourrait arriver? Ça fait un peu scénario de science-fiction, mais une fois qu'on a le pied dans la porte, il suffit d'ouvrir la porte. C'est qu'à un moment, on dise, oui, donc les gens sont habitués à montrer leur carte d'identité pour montrer qu'ils sont vaccinés, ils n'ont pas l'air de se plaindre, ça marche. Ah, menace d'attentat ou attentat qui a eu lieu, trop dangereux de laisser circuler tout le monde comme ça partout. Donc maintenant, comme ils sont quand même habitués à montrer leur état de santé, ils pourraient aussi montrer leurs empreintes digitales finalement pour qu'on soit sûr qu'ils ne sont pas répertoriés dans un fichier police. Ça veut dire qu'on peut vraiment aller vers une société qui limitera l'accès aux lieux et aux services aux personnes qui ne montent pas de blanche en matière sanitaire, mais aussi sécuritaire. C'est là que moi je parle de choix de société. C'est un type de société dans lequel on s'engagerait. Et donc avant de s'y engager, il y a des balises qui doivent être discutées. Et c'est le risque de faire ces textes comme ça dans l'ombre des cabinets ministériels, c'est que la discussion, elle n'a pas lieu. Le seul objectif, c'est qu'il faut faire un truc qui marche. On a payé des consultants très chers, il faut justifier qu'on a payé des consultants, et donc on y va et on produit quelque chose qui électoralement pourra porter aux prochaines élections. Et donc d'abord, l'objectif, c'est quoi? Et c'est intéressant d'entendre, ce serait intéressant d'entendre Catherine là-dessus. Quel est l'objectif du passeport vaccinal? Est-ce que c'est de protéger les gens? Si c'est protéger les gens, c'est protéger qui? À l'heure actuelle, on dit quand même, et je parle sous le contrôle de Catherine qui me corrigera après, si on est vacciné, on est protégé. Donc est-ce qu'on est en train de dire on va mettre en place un passeport national pour protéger finalement les quelques-uns qui ne veulent pas se faire vacciner? C'est-à-dire qu'on limite les libertés de tous pour les quelques-uns qui n'ont pas voulu se faire vacciner. Est-ce qu'on protège vraiment ces personnes vaccinées? Parce que finalement, on va quand même les faire rentrer dans des lieux, les non-vaccinés vont entrer dans des lieux avec des vaccinés, et les vaccinés continuent à contaminer, m'a-t-on dit. Donc voilà, est-ce que cette mesure est vraiment pertinente? Est-ce que l'objectif, c'est de déconfiner? Bof, on est en train de déconfiner, on n'a pas l'air de devoir dire que c'est impossible sans passe sanitaire. Est-ce que l'objectif, c'est pas plutôt de mettre en place ce qu'on appelle un nudge, un coup de pouce, c'est une technique de marketing qui vise à stimuler la vaccination, c'est-à-dire en d'autres termes, on embête ceux qui ne sont pas vaccinés, parce que ceux-là vont devoir faire des tests PCR, ils vont devoir attendre un certain nombre d'heures, ils vont devoir payer 50 € avant d'aller au resto ou avant d'aller à leur festival. Est-ce que c'est pas une manière de les embêter pour leur dire c'est quand même plus simple d'aller faire le vaccin gratuit? Puisqu'évidemment, là-dessus, il y a une discrimination. On dit qu'il n'y a pas de discrimination, ils ont la possibilité de faire un PCR. Il y a une discrimination le jour où vous êtes comme ça, il fait beau, viens, on va aller manger au resto. Ah, t'es vacciné ou pas? Ah, non, je ne suis pas vacciné. Ah, alors, si t'es pas vacciné, on va attendre 72 heures et tu vas aller payer 50 boules de PCR pour pouvoir faire notre resto dans 3 jours. Donc, évidemment, au niveau de la spontanéité de vie, etc., c'est pas la même chose. Est-ce que c'est nécessaire? Donc, c'est l'objectif qu'il faut définir. La pertinence, et là notamment la question de savoir est-ce qu'une personne vaccinée n'est pas quand même en train de contaminer les non-vaccinés. Par ailleurs, quand on parle du puckle pop, etc., on imagine cette masse de jeunes qui va arriver avant le contrôle du PCR ou du pass sanitaire, et ça va s'embrasser, ça va discuter, ça va rigoler, etc. Il y aura des contaminations avant, entre des gens qui ne peuvent pas franchir le cap du certificat et les autres, et puis il y aura des contaminations après. Donc de nouveau, est-ce qu'à ce niveau-là c'est pertinent? Et puis troisième critère, est-ce que c'est nécessaire? Et c'est là qu'il faut faire la mise en balance, cette fameuse balance que les juristes aiment bien, entre l'objectif qu'on poursuit, qui reste, je vous dis, à définir, moi personnellement je ne vois toujours pas clair, et l'objectif et les risques, qui pour moi sont vraiment un vrai engagement dans une société du pass, qui serait très inquiétante. J'en ai terminé. Merci Élise. Alors moi je vais essayer du coup de répondre à certaines des questions, sans doute pas toutes, mais on pourra y revenir dans la discussion après. Je vais
vous donner quelques détails sur le passeport vaccinal en particulier, en quoi c'est utile, en quoi c'est nécessaire aussi à l'heure actuelle. Bon, on en parle beaucoup parce que c'est la période des vacances, les gens ont envie de voyager. L'Union européenne a mis en place aussi ce fameux passeport sanitaire européen et c'est vrai que ça peut faire un peu peur. On a l'impression qu'on nous colle une étiquette sur le front, Covid safe ou pas. Donc voilà, je vais essayer de vous donner quelques éléments de compréhension ici, de voir en quoi ça peut être utile. Alors tout d'abord, je pense que c'est important de dire que le passeport vaccinal, il existe depuis longtemps et il a été utilisé pour d'autres maladies, pour contrôler d'autres épidémies, notamment pour la peste, le choléra, la variole. Alors la variole, c'est intéressant parce que c'est une maladie très contagieuse aussi, qui a émergé dans les années 50-60 et on a mis en place un passeport vaccinal qui a aidé à son éradication. Donc la maladie a été déclarée éradiquée en 1980. Bon, c'était à la fois le passeport vaccinal avec une vaccination massive, évidemment. Et puis, il y a l'exemple de la fièvre jaune, et ça, c'est sans doute celui que vous connaissez le mieux si vous voyagez en Afrique et en Amérique latine, puisque c'est actuellement le seul vaccin qui est obligatoire pour se rendre dans certains pays. Il y a 21 pays exactement, et donc, il y a ce petit certificat en format papier, certificat jaune que vous connaissez peut-être. C'est le carnet de l'OMS. Alors, ce certificat, pourquoi est-ce qu'il a été rendu obligatoire pour la fièvre jaune et pas pour d'autres maladies? C'est obligatoire pour se rendre dans certains pays, mais évidemment, les ressortissants de ces pays-là doivent avoir le vaccin pour voyager dans d'autres pays aussi. Et donc, le but, c'est surtout d'éviter que l'épidémie ressorte dans les pays qui ne sont plus endémiques à l'heure actuelle. Il y a évidemment la protection individuelle. On veut protéger une personne qui se rend dans un pays à risque, mais il n'y a pas uniquement ça, parce que s'il y avait uniquement ça, on aurait le vaccin obligatoire pour beaucoup d'autres maladies. On peut très bien voyager, attraper une hépatite et en faire une forme grave, mais le vaccin contre l'hépatite n'est pas obligatoire, même si fortement recommandé. Mais dans ces cas-là, on reste plutôt sur le fortement recommandé. Pour la fièvre jaune, c'est obligatoire, et notamment parce qu'on craint une résurgence de la maladie dans d'autres pays. Voilà, et ce passeport vaccinal, donc, il a été créé en 1969. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une idée de ce qui a mené à cette création de passeport vaccinal. Pourquoi à ce moment-là? Pas d'idée? Eh bien, c'était surtout à cause de l'explosion du trafic aérien. Et en particulier, le raccourcissement des trajets, en fait. Parce qu'avant ça, on voyageait principalement par bateau, ça prenait beaucoup plus de temps, et si une personne devenait malade pendant son trajet, il suffisait de mettre le navire en quarantaine pendant un certain temps, et le problème était réglé. Maintenant, le fait qu'on puisse faire le tour du monde en moins de 24 heures, forcément, ça fait que les virus se propagent beaucoup plus rapidement et plus facilement. Et bon, il y a quelques analyses qui ont été faites sur le Covid, et notamment la propagation des variants qui s'est faite très rapidement aussi. Ici, c'est une carte qui date du mois de février, au moment où on a vraiment eu ces variants plus inquiétants qui sont apparus, donc le B117, donc c'est le variant alpha, le variant bêta et le variant gamma qui se sont propagés dans le monde. Donc vous voyez en fait ici qu'il y a certains pays dans lesquels on a eu très rapidement tous les variants qui étaient présents, les pays en mauve, et ce sont les zones du monde qui sont les plus connectées. Il n'y a pas de secret par rapport à ça. Les zones les plus connectées sont touchées en premier. Alors attention,
Prudence quand même, il y a toujours deux choses qui interviennent. C'est à la fois le niveau de connectivité, mais c'est aussi le niveau de testing. Plus on fait d'analyse, plus on va trouver des variants aussi. Donc prudence quand même. Et puis il y a des analyses qui ont été faites plus récemment sur l'Europe, et notamment un papier qui est sorti très récemment dans Nature et qui a analysé la situation à la fin de l'été 2020. Donc pour voir, l'objectif c'était d'évaluer à quel point les lignées virales avaient été importées. Donc dans les chaînes de transmission observées dans 10 pays européens à la fin de l'été, on a regardé quelle était la proportion de ces chaînes de transmission qui avaient été importées de l'étranger. Alors cette analyse, elle se base à la fois sur des données génomiques. Ici, c'est un champ de recherche qu'on appelle la phylogéographie. Donc, en gros, on essaye de reconstruire l'arbre généalogique du virus, puisqu'un virus subit une multitude de petites mutations, et donc on peut reconstruire son arbre généalogique et voir du coup d'où vient, donc voir de façon géographique aussi, de façon spatiale, d'où viennent les différentes lignées. Donc vous voyez cet arbre généalogique représenté ici avec des couleurs. Chaque couleur représente un pays, la Belgique est en bleu clair ici. Et alors on peut représenter, donc là si on prend une lignée en particulier, on peut voir d'où proviennent les lignées observées en Belgique. On a eu notamment une forte importation de lignées d'Espagne pour cette branche-ci. Et donc ça a été relié à des données de mobilité en Europe, des données qui proviennent de différentes sources, Google notamment, pour voir à quel point la mobilité avait aussi expliqué l'importation de ces lignées dans les différents pays. Voilà, et alors on a lié ça aussi à des données épidémiologiques. Mais les résultats principaux de cette étude, c'était premièrement que, donc, on est fin août 2020, à ce moment-là, plus de la moitié des chaînes de transmission avaient été importées. Et vous voyez, donc, dans la majorité des pays européens, ce n'est pas le cas dans tous, mais dans la majorité, vous voyez la Belgique qui est ici. Bon, on a calculé ça de différentes façons, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en Belgique, plus de 50% des chaînes de transmission, fin août, avaient été importées de l'étranger. Et donc l'analyse, elle porte depuis le 15 juin jusqu'au 15 août. Et alors, deuxième résultat intéressant quand même, c'est que plus le taux d'incidence du Covid dans un pays est élevé, moins l'introduction de nouvelles lignées a un impact. Donc ça, vous pouvez voir un incendie dans une forêt. Si tout flambe déjà, l'importation de nouvelles lignées ne va pas avoir un grand impact. Donc si le taux d'incidence est déjà élevé dans le pays, de nouvelles introductions n'aura pas un impact significatif. Par contre, dans les pays où le taux d'incidence est bas, alors là, oui, les importations vont avoir un impact beaucoup plus fort sur la recrudescence de l'épidémie. Et vous voyez qu'il y a certains pays, notamment il y a l'Espagne qui est ici en orange. L'Espagne était un des pays dans lesquels le taux d'incidence était élevé et qui du coup a moins subi d'impact des importations. Voilà, donc ça vous montre un petit peu l'intérêt de mettre en place un certain contrôle, essayer de limiter en tout cas un maximum l'importation du virus. Alors je ne dis pas limiter les mouvements de personnes, mais il faudrait limiter les mouvements du virus en tout cas, ça c'est certain. Et donc pour ça, il faudrait mettre en place certaines procédures qui permettent d'éviter au virus de voyager de trop. Alors, est-ce qu'on pourrait faire comme la fièvre jaune et simplement ajouter une ligne sur ce passeport vaccinal de l'OMS pour le Covid? C'est pas si simple. C'est pas si simple à l'heure actuelle pour plusieurs raisons. Premièrement, pour le Covid, on a une diversité de vaccins avec des caractéristiques très variables. Pour la fièvre jaune, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a que 3 vaccins, je pense, qui sont très semblables. Donc, voilà, pas de discussion. Ici, c'est beaucoup plus discutable.
Deuxièmement, on a, et ça Élise l'a mentionné, on a un manque de recul sur l'efficacité des vaccins contre la transmission. On peut mesurer l'efficacité des vaccins par rapport à différents aspects, notamment le fait que le vaccin évite de faire des formes sévères de la maladie. Alors les données s'accumulent pour dire que le vaccin permet aussi de réduire la transmission, mais pas totalement. Donc là, effectivement, il y a donc toujours un risque de transmettre, même en étant vacciné. Et alors, troisièmement, c'est un problème aussi non négligeable ici, c'est l'accès inégal aux vaccins. Vous avez sans doute en tête cette carte du monde avec un gros clivage, évidemment, entre les pays riches et les pays plus pauvres. Tant qu'on n'a pas un accès plus équitable aux vaccins dans le monde, c'est évidemment difficile de mettre en place ce genre de passeport vaccinal. Mais donc l'Europe a quand même mis en place son propre passeport sanitaire qui s'appelle EU Digital COVID Certificate, c'est le nom officiel. Alors, il a été blindé, je pense. Enfin, Élise va peut-être me confirmer ça, mais d'un point de vue protection de la vie privée, etc., il a été bien blindé à ce niveau-là. Ne se trouve sur ce passeport que les informations qui sont strictement nécessaires. Évidemment, il faut pouvoir identifier la personne, donc on a le nom, la date de naissance et le lieu de résidence. Et puis alors, on a les informations sur le profil sanitaire. Est-ce que la personne est vaccinée? Est-ce qu'elle a fait un test qui s'est révélé négatif? Ou est-ce qu'elle a été guérie? Ces données sont uniquement consultables via un QR code. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes contrôlé à l'aéroport, l'agent de contrôle va pouvoir consulter les données sur la base de données nationale, mais ne va pas pouvoir les enregistrer. Voilà, donc je suis au bout ici. J'espère vous avoir convaincu que c'était quand même utile ce passeport vaccinal. Je crois que c'est vrai que ça touche et peut-être, on va sans doute parler du Covid Safety Ticket, qui est encore différent. C'est vrai que ça touche aux libertés fondamentales. Maintenant, ça peut être justifié, ça peut être utile quand c'est justifié par un motif d'intérêt général. Je pense qu'ici, le motif, il est là, il est important, c'est la santé, et on risque toujours quand même des recrudescences de la maladie qui sont importantes, qui auront un impact sur tous les pans de la société. Donc c'est vrai que voilà, c'est un débat intéressant aussi pour l'avenir, je dirais, parce que ça pourrait se reproduire. Moi, je suis d'accord avec toi. Il y a déjà des vaccins obligatoires. C'est polio. La polio, c'est le seul qui est obligatoire en Belgique. C'est le seul qui est obligatoire, mais il y a des personnes aujourd'hui qui s'offusquent quand on dit mais le vaccin pourrait être obligatoire, mais qui ont fait vacciner leur bébé sans se poser de questions parce qu'on savait que le vaccin était sûr et que c'est comme ça. Et donc effectivement, moi, je ne comprends pas pourquoi on ne le rend pas obligatoire, mais j'ai lu que l'OMS décourageait de le rendre obligatoire parce qu'il y a une défiance telle à l'égard du gouvernement pour le moment que le fait de rendre le vaccin obligatoire pourrait faire que des personnes disent parce que c'est obligatoire, je m'y oppose. Et donc finalement, ça pourrait avoir un effet pervers. Mais sinon, moi, je préférerais qu'on joue carte sur table en disant c'est hyper important que tout le monde soit vacciné, on l'impose et on ne commence pas à chipoter avec ce qu'on appelle ces fameux nudges, là, qui est une manière de manipuler les gens. Alors les nudges, ça peut être sympa quand on met des DJ ou Ezel là, pour faire venir les gens. Il paraît que les DJ ou Ezel, c'est tombé un jour où c'était justement des personnes entre 50 et 70 ans qui se faisaient vacciner, et donc il n'y avait que l'équipe d'infirmiers qui dansait. Mais donc finalement leur objectif n'était peut-être pas tout à fait atteint, mais on voit qu'on va pouvoir aller se faire vacciner au standard, faire son petit selfie, etc. Bon, c'est une manière d'encourager les gens, ça c'est plutôt sympa. Le pass sanitaire, pour moi c'est beaucoup moins sympa, mais c'est à mon avis quand même toujours dans cet objectif de dire on va un peu embêter ceux qui ne sont pas vaccinés ici, parce qu'ici c'est moins sympa parce qu'on embête ceux qui ne sont pas vaccinés pour pouvoir stimuler la vaccination. Et donc
moi, je me demande si ce n'est pas une manière de ne pas assumer politiquement devant son électorat qu'on rend la vaccination obligatoire. Pourtant, voilà, quand on a un permis de conduire, on peut avancer, mais on sait qu'on va être contrôlé. Il y a quelque chose d'obligatoire. On doit respecter des limitations de vitesse. Dans la vie, dans une vie démocratique, ben voilà, on doit se soumettre à certaines obligations. Donc oui, moi, je suis dérangée par ça. Il y a quelque chose qui... C'est comme si la décision de rendre la vaccination obligatoire était prise, mais sans le dire, et qu'on va maintenant pousser pour arriver. Mais quand ça touche aux droits et libertés de toutes les personnes qui se sont déjà fait vacciner, parce que certains ne veulent pas être vaccinés, personnellement, moi, ça me dérange, quoi. Je trouve ça un peu disproportionné. Et la Cour européenne des droits de l'homme vient de rendre un arrêt, c'est en Lituanie, je pense, validant le fait que la vaccination était rendue obligatoire pour un certain type de maladie, pour les enfants, donc ce n'est pas le Covid, et c'est pour les enfants. Mais le principe de la vaccination obligatoire est validé sur le plan du respect des droits fondamentaux. Donc ça, c'est un arrêt qui date d'il y a un mois. Donc ça fait réfléchir, évidemment, pour la suite. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être revenir là-dessus à un moment, oui. Parce que je pense que oui. J'imagine que cette décision a été prise aussi dans un souci d'efficacité, parce qu'on voulait quand même qu'il y ait le plus de personnes possible vaccinées et qu'on a estimé que ça pourrait être contre-productif de l'obliger. Maintenant, j'entends, et notamment en France, où le débat revient sur la table. Est-ce qu'on ne changerait pas de stratégie et qu'on ne le rende pas obligatoire? Mais quand on l'a rendu non obligatoire, c'était aussi à l'époque où on ne voyait pas clair sur les vaccins. Enfin, on était beaucoup moins certain sur les effets secondaires, sur les types de vaccins. Maintenant, on a quand même beaucoup plus de recul aussi par rapport à ça. Et je me dis, avec le débat sur la vaccination obligatoire des soignants, je me dis que c'est une étape vers la réflexion. On doit bien commencer quelque part. Et donc, si ça passe la rampe à ce niveau-là, alors on pourra engager le débat sur le... Oui, mais une discrimination, tu peux discriminer. Tu peux prévoir un régime particulier pour une catégorie de personnes au motif que la différence de traitement est objective. Et si on peut quand même soutenir que des personnes qui soignent sont objectivement très en contact avec des personnes malades et source de contamination directe, objective, et la mesure qui est mise en place doit être proportionnée, c'est-à-dire qu'elle doit être à la fois pertinente, donc elle doit être suffisamment énergique pour atteindre l'objectif, et nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut mettre la mesure qui crée le moins de dégâts collatéraux possible. C'est ce que j'explique toujours à mes étudiants. On ne tue pas une mouche avec un bazooka. Tu prends une tapette à mouche parce que si tu prends un bazooka, oui, le système va... Probablement, tu vas tuer la mouche, mais ce n'est pas nécessaire d'aller faire exploser toute la maison pour tuer ta mouche. Et il y a un système qui est plus pertinent tout en étant nécessaire, c'est la tapette à mouche. Et donc c'est l'idée ici, tu peux faire une différence de traitement entre deux catégories de personnes du moment que ce soit objectif, pertinent et nécessaire, quoi. Oui, je pensais à un autre élément qui a évolué et qui va peut-être influencer aussi, c'est le fait qu'au départ, on parlait qu'on atteindrait l'immunité collective à 70% et qu'on a sans doute estimé que 70% c'était faisable sans le rendre obligatoire. Maintenant, cette donnée-là, elle évolue aussi à cause de l'arrivée des variants. Alors c'est vrai que si on se rend compte qu'il faut bien plus que ces 70, peut-être 80 ou 90%, ça pourrait aussi influencer le débat. Alors pour le certificat européen, il y a eu des débats assez tendus, nombreux. Alors je n'ai pas analysé le certificat européen sous l'angle technique, mais il y a eu des balises démocratiques fixées, notamment le fait qu'on interdisait qu'il y ait une base de données centralisée qui répertorie tous les citoyens européens avec le statut de vaccination. Donc ça a été indiqué dans les textes, interdiction. Autre chose indiquée, on ne réutilise pas ce certificat européen au niveau national pour limiter l'accès à d'autres choses. C'est uniquement la liberté de voyager qui est limitée, comme elle l'est depuis longtemps, comme l'a expliqué Catherine. Là-dessus, je suis assez critique aussi par rapport à l'opposition parlementaire, notamment au niveau fédéral, qui pourrait faire une proposition de loi en disant on propose d'encadrer le Covid Safety Kit, comme ça s'est passé avec le traçage. À l'origine du traçage, il y a eu Écolo PS, je pense, qui ont proposé
un texte en disant on va en discuter en fait, parce que le problème jusqu'à présent c'est que le débat il se fait ici, il se fait sur Twitter, il se fait sur les plateaux télé, mais c'est pas là qu'il doit se faire. Enfin, c'est bien qu'il se fasse pour informer les gens, mais à un moment les politiques doivent prendre leurs responsabilités et décider de est-ce que c'est un choix de société, oui ou non. Je pense que oui, et c'est à mon avis parce que c'est bien un choix de société que ils veillent à ne pas trop s'engager dans le truc parce que c'est délicat. C'est un choix. Et comment est-ce qu'on fait pour à la fois atteindre cet objectif d'efficacité par rapport au vaccin, par rapport au virus, pardon, tout en respectant les droits et libertés des citoyens. Et moi, je crois très fort au débat démocratique parce que c'est un débat qui est éclairé par des experts qu'on connaît. Et pour y avoir participé plusieurs fois, c'est vraiment un très bel exercice parce que bon, nous, on doit aller exposer alors en tant que universitaire indépendant, voilà, qu'est-ce qu'on pense du texte qui est proposé. Et les questions des parlementaires, moi je suis chaque fois surprise, sont vraiment bonnes. Donc il y a eu plusieurs auditions, notamment à propos de la loi pandémie, sur la gestion des données par l'État. C'est l'occasion de les éveiller, quoi. Leur dire attention, là, vous ne voyez pas, il y a un éléphant dans le couloir, mais il faut absolument faire gaffe. Les questions sont bonnes, et puis ça réveille les consciences des parlementaires qui viennent après en disant oui, moi j'ai décidé, par exemple, loi pandémie, j'avais souligné le fait qu'on utilise des algorithmes qui ne sont absolument pas transparents. Paf, le CDH a fait une proposition de loi sur la transparence des algorithmes, et donc ça permet d'avancer, donc de les éclairer, mais tout ce qu'on dit est mis dans des comptes rendus publics, et donc ça diminue le risque qui est très important en matière de protection des données, enfin dans la gestion des données, c'est la technocratie. C'est-à-dire qu'on dit « Oula, c'est compliqué ce truc, on ne va pas s'en occuper au niveau politique, on va laisser faire ». Franck Robben, vous avez peut-être déjà entendu parler, hein, le grand Manitou, et puis toute une série de consultants qu'on arrose pour faire des beaux documents et des propositions de texte, et c'est le ministre qui fait passer ça après, majorité contre opposition, et il n'y a pas de débat. Donc ça permet d'éviter de diminuer un peu ça, et puis c'est un débat surtout qui est éclairant, parce qu'il va être relayé par notamment les journalistes, qui ont un rôle super important de passeurs de lumière pour expliquer à la population, voilà pourquoi c'est compliqué, on est quand même dans une situation difficile, il faut lutter contre ce fichu virus, on doit mettre en place un certain nombre de choses, on va devoir mettre en place une base de données, mais sachez que voilà, vous allez pouvoir y accéder de telle manière, vous pouvez contrôler que les données aussi ne sont pas erronées, hein, c'est vachement embêtant pour le moment vu notre système d'administration électronique, on ne va pas rentrer dans le détail, mais comme les données sont réutilisées, si une donnée est erronée, l'erreur a un effet domino, donc il faut à un moment qu'on puisse comprendre ce qui se passe par intérêt, mais aussi pour vérifier que quand on est victime d'une erreur, on peut la corriger et savoir où est-ce qu'elle est passée. Et donc, ça, c'est ce qui manque pour le moment. Et donc, effectivement, il y a des politiques qui disent « Oui, mais oh là là, c'est les cabinets ministériels ». L'opposition, enfin n'importe quel parlementaire peut déposer une proposition de loi pour faire contrepoids. Donc ça, je trouve que c'est dommage que pour le moment, il n'y a rien. Pourtant, le pass sanitaire, il se prépare. Hein, et alors, on va assister à ce qui arrive souvent en matière de gestion des données. On tire son coup pendant l'été au niveau politique. Donc en fait, le texte, il sort le 15 juillet, le 20 août. Donc c'est à des moments complètement improbables où tout le monde est en vacances, en fait. Hein. Et donc ici, effectivement, le pass sanitaire, ça va arriver maintenant, quoi, juste avant les vacances parlementaires, et puis le Parlement sera composé plus ou moins comme ceci, et donc il n'y a plus personne qui va... Voilà, on est épuisé, fatigué, et les grosses lois en matière de gestion des données qui sont un peu problématiques, c'est ça. C'est soit juste après les vacances. Par exemple, le premier texte de vaccination, c'était le 24 décembre, après-midi. Il est sorti. Oui. Et donc... donc ni vu ni connu. Il y a une grosse loi qui est sortie il y a quelques années, 5 septembre 2018, plein de problèmes, et donc ça a été voté au creux de l'été. Et c'est pas anodin, quoi. Ça se répète tellement de fois, à un moment, c'est pas juste une erreur, quoi. C'est une décision. Ça se répète tellement de fois que c'est fait exprès. Et bon, voilà, c'est pas pour tomber dans le complotisme, mais il faut quand même alerter les parlementaires qui ont une prise sur les choses, qu'il faut se bouger, quoi. Et ici, ce pass sanitaire, je trouve que ça mérite un débat comme on a ici, en fait, mais là-bas, devant l'Assemblée. Et le but est de les avoir pour les festivals du mois d'août, donc c'est maintenant qu'il faut Il pouvait, ça fait combien de temps qu'on en parle, quoi. Ça fait bien 2 mois, hein. Enfin, allez...
C'est une super bonne question. C'est les deux en fait. Sur le fond, c'est est-ce qu'on décide que c'est la fin de la société anonyme et quelque part spontanée, c'est-à-dire qu'en fait tu décides d'aller, tu t'entends bien avec quelqu'un, tu veux faire un petit resto, tu vas d'abord lui dire est-ce que tu es vacciné. Quand tu vas au resto, tu dois montrer ton identité. C'est un autre type. Je dirais pour le moment, on peut encore aller au resto anonymement, on réserve au nom de Cendrillon, personne ne dira rien. Là, ça veut dire non, tu réserves, tu donnes ton nom, tu montres. Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu... Voilà, ça c'est sur le fond, c'est sur la manière dont on vit en société. Est-ce qu'on... Présentez-moi mes papiers. Ça veut dire aussi que les restaurateurs, par exemple, ça devient un peu des douaniers. Et là, moi, j'avais lu des choses sur l'Horeca et sur le secteur culturel. C'était hyper touchant en disant, voilà, c'est des endroits où on vient prendre du plaisir, on est bien, on se laisse vivre. Non, on va devoir maintenant d'abord passer la rampe de la douane. Donc ça, c'est sur le fond. Et sur la forme, c'est tout à fait vrai. C'est ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance, qui est fort étudié au niveau des GAFAM, qui mériterait d'être plus étudié au niveau de l'État, parce qu'au niveau de l'État, c'est interpellant de voir qu'il y a vraiment très très peu de gens. Moi, ça fait 15 ans qu'on me traite d'ovni parce qu'on ne voyait pas ce que je faisais. Donc maintenant, pour ça, merci le Covid qui a mis en évidence qu'effectivement, il se passait des choses. Mais ça reste un domaine, c'est moins sexy que les GAFAM. L'État, ça les impose, la sécurité sociale, donc... on fait moins de fric que dans le privé, donc ça reste aussi un peu un domaine plus intime, quoi. Mais les deux se recoupent dans ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance. Ça veut dire collecter une masse de données sur vous, les croiser pour pouvoir influencer les comportements des individus. Et on doit garder à l'œil quand même que les données qu'on croit très protégées au sein de l'État, elles se trouvent dans des infrastructures qui ont été mises en place dans les années 90. Il faudrait quand même aller un peu vérifier si on n'est pas hacké depuis des années, parce que, je ne sais pas si vous avez entendu, mais le SPF intérieur a été hacké, ça fait 2 ans qu'il l'était, il ne se rendait compte de rien. Et donc, par rapport à un géant du net comme Microsoft, par exemple, qui, lui, est hyper contrôlé, soumis à un risque de grosse amende, etc. Donc, eux, ils jouent leur image, etc. Ils sont très au fait là-dessus. Nos infrastructures sont un peu vieillissantes, donc d'abord là-dessus. Et puis, il faudrait bien faire gaffe à la pression du secteur privé qui attend d'avoir ces données de l'État qu'on est obligé de fournir, qui concernent toutes les facettes de notre vie, fiscale, pénale, sociale, sécurité sociale, familiale, la maison, la voiture, tout. On est obligé de le donner parce que ça fait partie du fonctionnement de l'État. C'est nécessaire que l'État ait tout ça du moment qu'il en fasse quelque chose sur lequel on a quand même une maîtrise, une visibilité. Mais il faut savoir, par exemple, j'ai appris récemment qu'aux États-Unis, Tinder fait pression sur l'administration américaine pour avoir accès au casier judiciaire. Pourquoi? Alors là, on arrive toujours dans un gros argument qu'on sort toujours au niveau de l'État. Il y a toujours une bonne raison. La lutte contre la fraude, la protection de la santé. Et ici, c'est la protection, en particulier des femmes sur Tinder, qui font des matchs avec un homme. Et ce que veut faire Tinder, c'est qu'au moment où le match a lieu, le pop-up s'enclenche, il dit « Attention, cet homme a été condamné pour viol, pour violence, pour... » Ça pose plein de questions en termes de droit à l'oubli, de rôle de la peine, etc. N'empêche qu'ils ont les données. Alors, ils n'ont pas les données de l'administration. Ils ont les données pour le moment en passant par des sociétés privées qui captent sur le net les données qui ne sont pas encore anonymisées et donc ils parviennent à refaire un profil judiciaire. Mais ça peut arriver chez nous. Et on pourrait se dire, ouais, l'administration, elle ne va pas bien, on a des trous dans tous les budgets. Oui, on va faire un accord, parce qu'il y a une bonne raison, évidemment. Tinder se généralisant dans la société, ça devient la nouvelle manière de se mettre en contact. On va protéger les citoyens comme ça. Les GAFAM, c'est leur rêve. Google, c'est les données santé maintenant, c'est le nouveau marché. Donc, il faut faire vraiment attention à des menaces qu'on ne perçoit pas forcément aujourd'hui, mais qui pourraient être vraiment très concrètes demain. Et par ailleurs, c'est pas gai d'en parler, mais l'extrême droite n'est plus une hypothèse en Europe. Et donc, ce qu'on met en place aujourd'hui, il faut bien se dire que ça pourrait être réutilisé pour toute autre chose demain, d'où l'importance pour le droit de bien verrouiller, parce que tout ce qui n'est pas interdit est permis. Donc. Alors moi, de l'expérience que j'ai, des contacts que j'ai avec le monde politique, je ne pense pas qu'il y a un projet machiavélique à la base. Donc il n'y a pas quelqu'un, même Franck Robben n'est pas un grand méchant loup se disant « je vais prendre toutes les données et puis je vais dominer le monde ». C'est pas ça. C'est plutôt toujours cette tendance, donc d'abord de la part des politiques depuis le début, donc c'était les années 90 qu'on a mis en place vraiment les bases de données.
Ben, moi, je veux bien croire qu'un ministre, un député, se soit dit qu'est-ce que c'est que ce bazar du numérique qui arrive, un ordinateur. Les ordinateurs, ils faisaient, on en avait ici à Namur, paraît-il, ils étaient tellement grands qu'ils occupaient toute une salle. Enfin, on n'a pas perçu qu'il y avait des enjeux démocratiques derrière. En fait, on a cru que c'était mettre en place techniquement la dématérialisation des fichiers papier. Donc, en fait, on faisait un fichier administratif plutôt qu'un fichier papier. Et on ne s'est pas rendu compte que l'ordinateur est beaucoup plus puissant que ce que peut faire du papier, notamment parce qu'on peut centraliser des tas de données, appliquer des algorithmes, faire du profilage et pouvoir donc cibler des catégories de la population sans qu'elles sachent qu'elles sont signalées, etc. Donc les parlementaires n'ont pas perçu. Et il y a eu cet homme providentiel pour les politiques, Franck Robben, qui a dit « Mais moi, les gars, moi je connais tout, c'est vrai, le type est super brillant, je ne prends jamais de vacances, je travaille la nuit, je vais vous coder des lignes, des lignes, des lignes. » Et ça a avancé comme ça. Donc on s'est reposé là-dessus. Et maintenant, j'ai quand même l'impression, particulièrement depuis le début de la crise, qu'il y a un éveil. Mais bon, il faut maintenant les former vraiment fort et refixer. Il y a des tas de balises démocratiques qui ont été fissurées. L'autorité de protection des données n'est pas indépendante. Il y a une plainte anonyme qui a été portée auprès de la Commission européenne. Et les politiques ont toujours dit « Ah, mais non, nous, tout va bien, ça ira bien. » Ah, la Commission européenne a annoncé maintenant qu'elle mordait. Donc, si on ne se met pas en règle dans les 2 mois, il y aura un magnifique arrêt Commission européenne contre Belgique. Il faut savoir que le précédent dans la matière, c'était la Hongrie. Donc, on est très fiers. Voilà, c'est vers ça qu'on... Donc, il faut un sursaut maintenant en politique, de fond, vraiment, pour reprendre la main sur ce phénomène dangereux de technocratie qui est très tentant dans ce domaine, mais auquel il faut mettre fin, parce que l'avenir de l'État, c'est le numérique. L'État sera numérique. On ne va pas revenir maintenant on ne va pas revenir en arrière, et tant mieux, on a besoin, et c'est ça le danger ici, c'est qu'on risque, le citoyen risque d'être ébranlé par tout ce qui concerne le numérique au sein de l'État, et donc de dire, mais moi, maintenant, je ne donne plus rien. Or, c'est très important que des données soient utilisées par l'État pour exercer des missions de service public. On n'a pas envie de se retrouver dans un système où on redonnait 25 fois l'adresse à toutes les administrations, qu'on faisait nous-mêmes les mises à jour, etc. Donc il y a des tas de choses qu'il faut garder, mais en étant vraiment bien balisé. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'à l'inverse, quand on est de l'autre côté de la barrière en tant que chercheur et qu'on peut avoir accès à certaines données qui ne sont absolument pas sensibles. Je parle parfois de données agrégées, je sais pas, agrégées par classe d'âge ou agrégées par commune ou quoi. Et là, on a une difficulté énorme à pouvoir accéder à ce genre de données, alors qu'il n'y a aucune raison, quoi. Oui. Là, souvent, on doit demander l'autorisation d'un comité qui s'appelle le comité de sécurité de l'information, qui est aussi indirectement dominé par ce Franck Robben, qui donne les données à Leuven, mais pas aux autres UNIF. Donc, il y a des choses à... Voilà, ça, ce sera un prochain combat. Et le problème du RGPD, c'est que il y a eu beaucoup de marketing européen là derrière, et donc on a ajouté beaucoup de règles qui font qu'on perd un peu l'objectif. C'est devenu un truc hyper bureaucratique. C'est devenu une machine à consultants qui vient dire « je vais vous montrer comment on respecte le RGPD », mais on en oublie qu'en fait le RGPD, c'est qu'un mode d'emploi comme un mode d'emploi légaux, quoi. C'est un truc pour comment est-ce qu'on met les briques ensemble, mais ça n'incarne aucune valeur derrière, c'est les droits et libertés qu'il faut bien connaître, et pouvoir de temps en temps prendre un peu distance avec le RGPD sur certaines règles qui en fait ont des effets pervers, tellement elles ne permettent pas d'atteindre le but. Donc ça, c'est un effet pervers, par exemple. Je ne sais pas si tu peux expliquer un peu techniquement comment ça se passe. On a entendu dans les médias, c'est aujourd'hui et hier, le fait qu'on a fait des analyses sur le taux de vaccination dans le personnel de santé et qu'on a vu qu'il y avait un taux de vaccination beaucoup plus important chez les médecins ou les dentistes que chez les kinés ou les sages-femmes. Donc ça veut dire que là, on a fait un lien entre des bases de données de vaccination et le statut professionnel des personnes. Ça se passe comment, ça, exactement ? Ça, c'est via la plateforme e-health. Donc, on a donc ce qu'on appelle des réseaux sectoriels d'administration. Donc, les administrations santé sont reliées entre elles à une plateforme. Et l'idée, c'est de pouvoir croiser des données d'une plateforme à l'autre. Donc, au sein de la même plateforme, il y a la plateforme au centre, qui est la plateforme d'échange d'informations, donc une institution qui fait tourner des données d'une base de données à une autre et qui peut les croiser.
Et c'est ce type de surprise qui n'est pas censé arriver. C'est-à-dire qu'en principe, un citoyen doit pouvoir aller sur une plateforme disant voilà, je sais que mes données sont là, voilà ce qu'on va pouvoir en faire, et je vois qu'elles ont circulé à tel et tel endroit. Et c'est ça qu'on n'a jamais mis en place. On a dit, OK, on va mettre en place l'administration électronique, on identifie des administrations, on les met dans un réseau, on permet aux données de circuler via une plateforme, mais on a oublié, entre guillemets, de dire aux citoyens, oui, vous avez le droit de voir ce qui se passe en fait. C'est un vrai droit et vous pouvez déjà tester sur le site du Registre national, qui est le seul, c'est la première base de données qui a été faite avant Franck Robben. Et c'est la loi qui est vraiment, vraiment très bien faite avec un outil hyper intéressant. C'est mon dossier Registre national. Il faut passer par Google parce que l'URL est vraiment compliquée. Et là-dessus, en se branchant avec votre carte d'identité électronique, vous voyez les données que l'État a sur vous en termes de données d'identité. Il faut faire attention parce qu'on m'a raconté, vous voyez donc votre identité mais aussi votre filiation. Et donc moi j'ai entendu parler d'un cas d'un jeune qui venait faire son stage dans une commune et on lui avait fait faire l'exercice. Et en faisant cet exercice, il a découvert qu'il était adopté. Donc c'est vrai que découvrir ça au milieu de son stage, c'était... donc voilà, c'est des données, on dit toujours j'ai rien à cacher, c'est quand même des données qui sont liées à sa vie. Mais alors en plus, vous avez un onglet qui a consulté mes données. Et ça, c'est intéressant d'aller voir. Alors, il y a un truc un peu cynique, c'est que c'est limité à 6 mois, alors que on ne va pas faire ça tous les 6 mois. Il n'y a pas d'explication. L'État a l'information depuis bien plus longtemps que ça. Mais les agents de l'administration qui iraient voir vos données alors qu'ils ne peuvent pas, ou qu'ils le peuvent, sont tracés en fait. Et c'est une manière de pouvoir demander à l'administration des comptes. Il faut savoir qu'il y a des petits cas cocasses dans l'administration, par exemple des flics qui repèrent des jolies filles dans les voitures, ils notent la plaque DIV et puis ils sont méga motivés de retourner au boulot parce qu'alors ils mettent la plaque et ils ont l'identité de la fille qui apparaît et puis ils peuvent la harceler. Et il y a eu des vrais cas de harcèlement, des flics ou alors des cœurs brisés qui vont voir l'adresse de leur ex au registre national, une femme qui avait été voir l'adresse de la maîtresse de son mari qui a fait un accès au registre national et qui a engagé un tueur à gages. Donc un jour on a vu arriver à la commune une armée de flics parce que... Donc ça donne lieu à des cas d'abus avec des vraies conséquences concrètes, mais si on n'a pas ce type d'outil, on ne peut pas voir d'où vient l'erreur, d'où vient le problème, quoi. Et le problème, c'est que ça n'existe que pour le registre national. Donc voilà, ça c'est des choses à mettre en place en termes de transparence. Mathieu Michel a l'air d'être conscientisé, on verra ce que ça donnera. Voilà, mais donc il y a du travail. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où c'est complètement transparent, on peut collecter tout ce qu'on veut ou non, où la personne a le droit de dire non, ça je ne veux pas que cette information... Ah non, alors en termes, donc il y a des données que tu dois obligatoirement donner pour les missions de l'État parce que c'est imposé par une loi. Il y en a d'autres où c'est fondé sur le consentement. Mais ici, par exemple, quelqu'un qui serait surpris qu'on ait croisé cette donnée, il a le droit de faire un droit d'accès, donc il demande quelles sont les données qui ont été utilisées, par qui, pendant combien de temps. Et donc ça, c'est un droit qu'on a. À défaut de l'avoir d'emblée sur un site, on a le droit de demander qu'est-ce que vous faites avec mes données, quoi. Il y a des réseaux d'administration qui sont censés être donc des secteurs différents. Alors déjà, on peut discuter sur les secteurs parce qu'on ne voit pas très bien l'étendue. Mais l'idée au départ, c'était de dire par secteur, on met un identifiant différent. Vous aurez un numéro fiscal, un numéro sécurité sociale, un numéro santé. C'est comme ça qu'on les appelle. On vous dit, mais oui, vous avez un numéro santé, un numéro registre national, un numéro fiscal. Et quand on creuse dans les textes sont... Alors, il faut creuser, mais c'est le même numéro. Donc, c'est votre numéro de registre national qui est le numéro fiscal, santé, sécurité sociale. C'est-à-dire que quand on a hacké le SPF intérieur qui détient tous les numéros de registre national des citoyens, moi j'aurais bien aimé savoir si on a volé les numéros de registre national. Ah, on ne m'a pas répondu. Et on a dit, mais non, tout va bien circuler, il n'y a rien à voir. Moi je me prends souvent du cocotte, ne t'avise pas de venir farfouiller dans ce qu'on fait. Et donc on ne sait toujours pas. Si les numéros de registre national ont été pris, on n'est pas loin du vol d'identité tout à fait possible. Et donc ici, oui, on croise les données Covid. Donc ça, c'est une grande première. L'ONSS a les données Covid des travailleurs. C'est la première fois que l'ONSS traite des données santé. Et c'est prévu par quoi? Par un accord de coopération qui a été pris comme ça dans l'ombre. Il y a une loi qui donne une base légale générale au fait de centraliser toutes les données fiscales et sociales dans ce qu'on appelle un data warehouse, donc une grande base de données sur laquelle on va appliquer des algorithmes anti-fraude. Mais c'est défini de manière super large. Donc quand on lit ce truc, et de nouveau, intégré dans une loi portant des dispositions diverses, adoptée au milieu de l'été. Et donc c'est ça le rôle. Moi, je trouve que le rôle du chercheur universitaire est hyper excitant dans cette matière, parce qu'on fait de l'enquête, quoi.
Et moi, ça m'est arrivé qu'on me dise, on ne vous donnera rien. Et puis, j'ai 2 gars de l'administration qui me disent, je vais vous aider, on va vous aider, mais vous ne citez pas notre nom, jamais. Et donc là, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est génial, on est dans James Bond. Pour une fois, dans ma vie, je serai une James Bond girl. Et voilà, ça donne envie de creuser, évidemment. Mais il y a de la construction d'opacité. On dit que le citoyen n'y comprend rien, ne connaît rien. Mais il y a en partie, en tout cas, des choses qui sont construites parce que, au nom de l'efficacité, on veut que les citoyens et les chercheurs ne s'en occupent pas trop, quoi. Après, pour la gestion de la crise, ici, pour revenir là-dessus, il y a des moments où c'est vraiment indispensable. Et Ouais. je repense juste à ces analyses sur les taux de vaccination. Il y a des analyses qui ont été faites par la VIC, et notamment, en fait, l'objectif, c'est d'abord de voir si l'organisation de la vaccination avait un impact sur les taux. Donc, est-ce que la distance au centre de vaccination ou le fait qu'il soit desservi ou pas par les transports en commun, est-ce que ça a un impact sur le tôt de vaccination? Et ça, c'est extrêmement précieux, évidemment, comme analyse pour la gestion de la crise. Mais pour ça, tu n'as pas besoin de donner un caractère personnel. Ah non, c'est toujours agrégé et anonyme, bien sûr. Et c'est comme on pourrait utiliser les données, je trouve, en faisant... Moi, je regrettais qu'on n'ait pas une espèce de bulletin météo de l'épidémie avec ce qu'on appelle de l'open data, donc des données qui sont anonymisées, que tu mets en ligne, et tu vois par village où est-ce que le taux augmente, et donc tu sais toi-même tu peux adopter des comportements qui font que tu te mets un peu en retrait, tu te confines un peu. Bien sûr, mais... Et là, c'est prendre le citoyen avec soi pour le responsabiliser et pas seulement dire on va vous foutre des sanctions si vous n'avez pas votre masque. J'en discutais il y a 2 jours avec une des personnes qui a mis en place l'appli Corona Alert. Il disait mais si on avait pu collecter un peu plus de données avec cette appli, ça aurait pu être 100 fois plus efficace. Ça c'est clair, on a été extrêmement limité aussi par l'opinion publique qui se dit attention, on va utiliser mes données. Oui, mais donc Corona Alert, de nouveau, on a mis chacun en position tout seul devant son petit smartphone à dire est-ce que je télécharge ou je ne télécharge pas, alors qu'il y avait un choix de société à faire, d'éclairer les citoyens. Est-ce que c'est nécessaire, oui ou non? C'est nécessaire d'imposer le port de la ceinture de sécurité dans les voitures et de contrôler les excès de vitesse. C'est une décision qu'on prend, on l'impose. Si c'était nécessaire de mettre en place Corona Alert, vraiment nécessaire et que l'État l'assumait, il fallait l'assumer publiquement, pas dire, parce que ça donne quand même l'impression que l'État se dit, comme ça, s'il y a un problème, chacun aura téléchargé, chacun est responsable de son propre téléchargement, ça ne va pas. Et on n'en parle plus du tout aujourd'hui, alors que c'est maintenant que ça pourrait être super efficace. Voilà.